Intéressons-nous plutôt aux grands et vrais problèmes. D'ailleurs, ça tombe bien, en tant que ministre du Travail, Éric Woerth est en charge du problème numéro 1 des Français, le chômage. Mais bon, vu qu'en 2 ans, le nombre total de chômeurs a augmenté de 1 150 000, eh ben, on comprend que le président Sarkozy préfère mettre l'accent sur d'autres chiffres. Depuis 2002, je suis en première ligne dans la lutte contre l'insécurité. Le nombre de crimes et délits a diminué de 17,54%. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. À défaut de faire plaisir à tous les Français, autant faire plaisir à son électorat. On n'est pas sûr que les 30 000 Roms qui vivent en France soient le problème numéro 1 de notre pays, mais au moins, plus on en parle, moins on parle d'Éric Woerth. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Guillaume Roquette, bonsoir. Donc vous êtes directeur général et directeur de la publication de Valeurs Actuelles. Et vous êtes avec nous pour commenter l'actualité de la semaine. Alors Bernard-Henri Lévy, vous avez publié dans Le Monde le 5 août dernier un article qui pointe les 3 erreurs estivales de Nicolas Sarkozy. Premièrement, convoqué à l'Élysée le 28 juillet un sommet sur la situation des Roms et des gens du voyage sans un seul représentant ou porte-parole ou témoin de cette communauté. Deuxième erreur, le discours de Grenoble, cette proposition de déchoir de la nationalité française toute personne d'origine étrangère qui aurait porté atteinte à la vie d'un policier ou d'un gendarme. Troisième erreur, la guerre nationale aux nouveaux voyous, que vous traitez de guerre civile, qui est jamais pour vous que la version sophistiquée du fameux « casse-toi pauvre con », et vous terminez en disant « société où le ressentiment et la haine sont les derniers ciments du contrat social ». Voilà, c'est assez virulent, assez cruel. Oui, je crois que cette séquence était assez répugnante et d'ailleurs au fond assez absurde. Est-ce que vous savez comment s'appelle le porte-parole des Roms? Sarkozy. Voilà. Le roi des Roms. Le roi des Roms, qui est autrichien, s'appelle Sarkozy. Donc, en même temps, ce qui est terrible, comme toujours quand on est dans la recherche des boucs émissaires, quand on est dans le crade, parce que tout ça est crade, voir Hortefeux se vanter du nombre de reconductions à la frontière, les voir faire du chiffre sur le dos de ces gens du voyage ou de ces Roms, allègrement confondus d'ailleurs, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce que le pire finalement de tout ça, c'est pas que ça soit fait pour faire oublier l'affaire Woerth-Bettencourt? Le pire, c'est de déclarer la guerre. Quand on est président de la République, quand on est Premier ministre, on a du sang-froid. Le loupard en face, il vous déclare peut-être la guerre, mais vous êtes président ou Premier ministre, vous ne répondez pas par la guerre. Vous répondez par la police, vous répondez par tout ce que vous voulez. Ce que vous dites à votre papier, c'est que les policiers ne sont pas des soldats et que les voyous ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis, c'est des citoyens délinquants, c'est la part d'ombre d'une société. Alors Guillaume Roquette, j'imagine qu'à l'heure actuelle, ces propos ont fait sauter en l'air, non ? Non, parce que ce n'était pas vraiment inédit. Bien sûr, ce discours de bon sentiment, ce discours un peu angélique, on a tous envie de le tenir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Il y a eu un village qui a été mis à sac par des gens du voyage, Saint-Aignan-sur-Cher. Il y a eu à Grenoble des émeutes urbaines où, pour la première fois, on a tiré à balles sur des policiers. Alors vous allez me dire, peut-être que ce sont des exemples qu'on monte en épingle. Moi, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous avez comme montre? Il n'y a pas de Rolex, il n'a pas réussi sa vie. Bell & Ross. Hein? Bell & Ross. Bell & Ross. Il n'a pas réussi Si sa demain, vie. il y a un blond avec une Bell & Ross qui fait un braquage avec mort d'homme dans Paris, on va rafler tous les blonds avec une Bell & Ross, on va dire il y a un problème des blonds et des Bell & Ross, on va faire une réunion à l'Élysée, on va en expulser. Mais si, c'est justement cette logique-là qui est dégueulasse, cette logique d'amalgame, cette logique de communautarisation. Moi, je serais vous, je ferai des recommandations à Hortefeux. La recommandation, c'est de traiter tous les citoyens français de la même manière. Et la recommandation, c'est pas de stigmatiser une communauté parce que quelques-uns de ses membres se conduisent comme des voyous. Dites ça à Hortefeux, là vous ferez votre boulot et vous serez vachement utile. Alors, sur les Roms, Valeurs Actuelles a fait un reportage dont tout le monde a reconnu qu'il était extrêmement objectif dans la mesure où je pense qu'on leur taille un costume un peu trop grand pour eux. Il y a eu une focalisation du discours sur cette communauté-là cet été. Alors est-ce que vous condamnez le principe d'une réunion à l'Élysée
sur la question des Roms. Eh bien non, je ne la condamne pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que le boulot d'un président de la République, c'est de mettre les mains dans le cambouis. C'est facile d'être dans la posture protestataire en disant tout ça c'est pas bien. Et c'est vrai que c'est pas bien et que c'est pas beau. Mais je veux dire, le président, il n'est pas seulement là pour inaugurer les chrysanthèmes. Je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus grave que ce que vous décrivez, qui menace la France. C'est une espèce de sentiment d'impuissance publique. C'est-à-dire que les responsables politiques, de gauche et de droite, ne peuvent plus rien. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Brice Hortefeux sur la grosse cylindrée qui traque les caravanes des Roms et qui surprend, ce qui parle en notre nom, Brice Hortefeux, et qui surprend les Français. Comme si nous, on se posait des questions sur la voiture, la cylindrée de ces gens-là. J'ai trouvé ça absolument terrible cet été de lire cette petite phrase. Je vais vous répondre assez tranquillement. Oui, il y a un problème d'origine de revenus des Roms. Parce que les Roms n'ont pas d'emploi en France. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je termine juste ce que je vais dire. Écoutez, je vais vous dire, attendez, laissez-moi terminer. C'est la raison pour laquelle, au bout de 3 mois, ils se retrouvent en situation illégale et ils sont renvoyés vers leur pays d'origine. Parce que c'est prévu comme ça par la loi. Donc ça, c'est une généralité, parce que vous avez des Roms qui ont un travail. Brice Hortefeux pose la question, il la pose peut-être maladroitement, mais elle mérite d'être posée. D'où viennent les revenus des Roms qui sont en France et qui n'ont pas de travail en France? Voilà. La question des Roms, prenez-la dans le sens que vous voudrez, c'est une mauvaise question. C'est comme autrefois, les histoires d'ADN, on ne touche pas à ça. On ne touche pas au sang, on ne touche pas à l'ADN. On ne touche pas aux communautés. Jamais. On ne dit pas les Roms. C'est insultant pour les 9/10 des Roms. C'est dégueulasse. Mais... Si, dire les Roms, c'est comme dire les Juifs, c'est comme dire les Arabes, c'est comme dire les PD. C'est trop facile. Non. C'est pas trop facile. C'est trop facile de dire des choses comme ça. C'est trop facile. Non, ce qui est facile, c'est de dire les Roms ont un problème de cylindrée. Ce qui est facile, c'est de dire les Roms ont un problème de revenus. Je n'ai pas dit que les Roms avaient un problème de cylindrée. J'ai dit que les Roms qui étaient renvoyés dans leur pays avaient un problème. J'ai dit que les Roms qui étaient renvoyés dans leur pays avaient un problème de revenus. Oui, c'est justement pour ça qu'ils sont en France. Moi, je vous dis que ce qui est trop facile, pas uniquement ce qui se passe en France, c'est valable dans toute l'Europe. Ce qui est facile, c'est de dire les Roms. Et d'un ministre ou d'un président, on attend qu'il dise des choses difficiles, compliquées, des mesures. Elle était bien ma question sur les cylindrés, donc. Mais naturellement, on peut en rester là. Allez, coupez tout ça. Arrête. Coupez tout ça. Juste le mot de la fin. Très brève, une citation de Brice Hortefeux, une phrase prononcée il y a quelques jours. Brice Hortefeux qui a déclaré devant la télé on ne veut stigmatiser aucune communauté en particulier, en l'occurrence les Roms. Bien d'autres étrangers commettent des crimes et délits en France. Oui. Voilà, je crois que ça résume. Qu'est-ce que je vous dis ? Bien. Lundi, Éric Woerth s'est dit victime de lapidation médiatique. En tant que défenseur de Sakiné, ça a dû vous choquer, j'imagine. C'est pas bien non plus, ça. C'est pas bien non. C'est pas bien. Eh bien oui. Vous m'avez proposé d'échanger sa place avec Sakiné. Oui. Lapidation pour lapidation. Il n'y a pas qu'à France Inter qu'on fait de l'humour de mauvais goût, mais dans le cas de Woerth, à mon avis, c'est pas de l'humour. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pas de l'humour, c'est qu'il n'est pas drôle du tout. Alors, Bernard-Henri Lévy, vous animez la revue La Règle du Jeu, qui fête ses 20 ans cette année. Et c'est de la règle du jeu qu'est parti l'appel pour Sakiné Mohammadi Ashtiani, condamné à la lapidation par le régime des Mollahs. La lapidation, d'ailleurs, n'est pas dans l'islam. La lapidation n'est pas dans le Coran. Il n'y a pas un verset, il n'y a pas une sourate du Coran qui évoque la lapidation. Et je voudrais d'ailleurs qu'il y ait plus d'intellectuels ou d'imams ou de simples citoyens musulmans qui rejoignent cette pétition et qui disent qu'elle leur fait horreur. Alors, la lapidation, ce qu'il faut dire quand même, donc la femme est enterrée jusqu'au cou, hein, donc elle ne peut pas s'échapper. Et elle n'a aucune chance. Ce qu'il faut dire, c'est que la taille des pierres... La taille des pierres est codifiée dans le droit civil iranien. Elle ne doit pas être trop grosse parce que ça ira trop vite et qu'il faut quand même qu'elle souffre. Elle ne doit pas être trop petite parce qu'il faut qu'elle fasse vraiment mal. Et on s'arrête quand le visage est réduit en bouillie et que les fourmis commencent à... Voilà. Cette affaire Sakiné, outre le fait qu'on va peut-être sauver cette femme, et vraiment je vous avoue que je pense qu'à ça, mais je pense par ailleurs que pour la société iranienne, c'est très très important. Parce que c'est la première fois que très concrètement, on est à leur côté. Mon secret espoir, c'est que si nous sauvons, nous, c'est-à-dire les 50 000, 60 000, 100 000 citoyens qui signent la pétition, si nous sauvons Sakiné, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une espèce de jurisprudence morale mondiale sur cette affaire de lapidation ou de pendaison. Et que le problème, en tout cas, sera sur la table. Quelque chose à ajouter?
Bah alors on passe à la pub. Hein. Et là, alors, donc, vous ressortez le film Le Jour et la Nuit. Pourquoi sortir en DVD le Jour et la Nuit alors qu'on avait tous fini par l'oublier, finalement? Vous êtes maso, quoi, alors? Écoutez, je ne contrôle pas tout, Ouais. contrairement à ce que pensent les grands paranoïaques qui me surveillent. Oui. Là, il y a deux jeunes gens, Carole Mathieu et Thierry Humbert, qui ont décidé de leur sortir. Et ça m'a fait tellement plaisir, alors là, on est sérieux une seconde, de voir ces deux jeunes gens qui ne connaissaient rien de toute cette histoire, qui avaient juste entendu dire que c'était le film le plus nul de l'histoire du cinéma, et qui ont décidé d'aller y voir de plus près. Alors, vous sortez un coffret collector avec le film Le Jour et la Nuit, donc un documentaire sur la sortie en salle intitulé Autopsie d'un carnage, réalisé par Carole Mathieu et Thierry Humbert, et une interview, droit de réponse de vous. Alors, on va regarder le teaser. C'est son premier film, c'est très important un premier film, et c'est très important, c'est beaucoup plus important un premier film lorsqu'on s'appelle Bernard-Henri Lévy. Ça aurait été un metteur en scène moins médiatique, une personne plus discrète. Effectivement, je pense que les choses ne seraient pas passées de la même manière. Mais là, il y avait tout. Ils avaient envie que ce film ne marche pas. S'il avait marché, je pense que ça aurait vraiment emmerdé énormément de monde. Ça dérangeait tout le monde que M. BHL, du jour au lendemain, fasse un film avec Delon, avec Lorraine Bacall et avec d'autres, et puis voilà. Les gens ont fait tout simplement leur travail, ce que lui n'a pas fait en allant sur un plateau de cinéma. Ms. Bacall, Mr. Delon, just wondering where you rate this film on your hit list. Is this near the top or near the bottom of your list? La critique a jugé le film de Bernard-Henri Lévy, intellectuel, engagé et médiatique, qui se prend pour un cinéaste. C'est très très dangereux d'aller sur d'autres terrains. Les cahiers du cinéma ont dit le plus mauvais film de toute l'histoire du cinéma. J'aurais été ravi de jouer dans le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. C'était l'occasion de lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Il n'y a quasiment rien à sauver là-dedans. Je sais comment les longs articles élogieux s'obtiennent. C'était vraiment une tentative de mise à mort, oui. Ils ont voulu le guillotiner un peu gratuitement. Enfin, on le tient. Dans toute cette affaire, il n'a manqué qu'un petit zeste d'humour. Ils vont vous assassiner. C'est une grande leçon de cinéma. Il faut pas se plaindre d'être attaqué quand on raconte des cochonneries pareilles. C'est surdimensionné, c'est le film surdimensionné. Vous savez, j'avais un rêve qui était Alain Delon. J'ai appelé Alain Delon. C'était dur. Parce que c'est violent, parce qu'il ne mérite pas ça. Critiquer un film, d'accord, mais à ce point-là, c'est absolument inédit. Les choses sont souvent tellement plus simples et tellement plus pures qu'on ne l'imagine. Ça a été formidable. Voilà Bernard-Henri Lévy, donc Le Jour et la Nuit, qui ressort en coffret collector avec un documentaire et une interview de droit de réponse. Voilà. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Le pitch, Delon, écrivain, has-been, vit au Mexique dans une hacienda au bord de la mer. Il fait de la montgolfière. Vivent avec lui sa femme, Marianne Denicourt, l'amant de sa femme, Xavier Beauvois, une amie, Lorraine Bacall. Et là arrive, dans l'espoir de décrocher un rôle tiré du dernier roman de l'écrivain en question, une starlette, Ariel Dombal, et son impresario, Carl Zero. Carl Zero, Bernard. Pourquoi Carl Zero, Bernard? Formidable acteur, absolument adapté au rôle. Oui. Moi, je le trouve même meilleur qu'à la télévision. Alors, vous voyez, ça va pas lui faire plaisir. Non. Bon, ben ça fait rien. Alors, vous n'avez pas les idées, parce que vous prenez en plus Willy Currant, qui est le chef-op d'Orson Welles, Maurice Jarre, qui a fait la musique de Dr Givago et de Laurence d'Arabie. C'est un film qui vaut quand même 53 millions de francs à l'époque, en 97. Voilà, vous entrez dans le cinéma avec les grands moyens. Donc, malheureusement, 73 147 entrées et des critiques sanglantes. Pour les cahiers du cinéma, c'est le plus mauvais film depuis des décennies. Pour Libération, c'est un navet certifié. Et vous-même, dans Comédie, le roman que vous publiez après chez Grasset, vous faites une autocritique assez grinçante et vous parlez de Big Bang. Vous voulez le fond de ma pensée? Je le trouve absolument réussi. Mais je sais. J'ai revu ce film.
Je vois pas où est le problème. Je ne vois pas où est le problème. C'est génial. Je le tournerai aujourd'hui, je ne changerai rien. Il y a une chose qu'on peut dire, c'est vrai qu'il y a eu d'autres films qui ont été des bides, mais qui n'ont pas valu à leur auteur autant d'opprobre. Je prends l'exemple de Cinéman, par exemple, de Yann Moix, qui a coûté 23 millions d'euros, ce qui est quand même une fortune. Le film est sorti dans l'indifférence générale, mais il n'a pas été lynché comme vous l'avez été. Indifférence générale, sauf moi, qui lui ai consacré un bloc-notes en disant que c'était un chef-d'œuvre. Dans Le Point, vous avez dit que c'était un chef-d'œuvre. Ah oui, Être seul contre tous, c'est possible. Oui, c'est 2 fois. Mais ça fait 2 fois, mais il y en a d'autres où j'ai été seul contre tous depuis le temps. Faut dire, alors, sérieusement, quand le film est sorti, il y a eu un acharnement contre vous, au-delà du film, bien évidemment. Vous appelez les patrons de presse, vous connaissez les patrons de presse, vous les appelez, vous dites « Allô, je sors un film, etc. » Le patron de presse, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son critique cinéma, il dit « T'as vu, il y a le film de Bernard Lévy qui sort, il faudrait que tu me fasses un papier coco. » L'autre, ça l'énerve, il fait un mauvais papier. Mais c'est quoi ce script-là? C'est quoi? Où vous avez pris que j'appelle les patrons de presse, lesquels appellent leurs critiques? C'est ce qu'ils disent, oui, mais c'est leur fantasme à eux. C'est pas la réalité. Moi, j'appelle pas. D'abord, j'appelle personne. Il y avait un attaché de presse qui témoigne dans le, dans le documentaire, qui est François Guérard. Les gens se sont fait alors un film autour de ce film. C'est pour ça que cette affaire est intéressante. Comment la paranoïa, les théories du complot peuvent aller se loger même dans des zones aussi dérisoires qu'un film de cinéma. Ces gens qui reviennent 15 ans après, avec la même grimace de haine, avec les mêmes regards assassins. Ils sont incroyables. Mais encore une fois, comment vous dire, c'est plus le problème des autres que le mien. Moi, je continue l'aventure de toute façon. Je suis imbattable. Robocop, un peu. Rien ne vous atteint, alors? Non, très peu de choses. Les gens que Carole Mathieu a retrouvés pour son documentaire, honnêtement, j'avais même oublié, contrairement à eux, qui n'ont pas oublié mon existence, moi j'avais oublié la leur, et je l'ai retrouvé non sans un certain plaisir, ça m'a rajeuni. Vous refusez d'admettre la moindre erreur, quoi. Vous pourriez dire, oui, c'était mon premier film, il y a des plans, là, pourquoi je dirais ça? Mais pas très bien dirigé, il y a peut-être des plans un peu moyens, enfin je veux dire... Mais pourquoi est-ce que je dirais ça? Parce que quand on fait quelque chose et qu'on le revoit ou qu'on le relit, on a toujours tendance à dire, ça j'aurais peut-être fait... Ça peut m'arriver... Mais c'est rare parce que quand je fais quelque chose, Thierry, comme je suis un travailleur acharné, je fais pas n'importe quoi. Ce film-là, je l'ai mûri, je l'ai travaillé. J'étais à la salle de montage jour et nuit. Alors je peux pas vous dire qu'il y a des choses que je regrette. C'est pas vrai, je l'ai voulu d'un bout à l'autre. À l'époque de la sortie du film...